Vous avez remis le 23 avril un rapport sur les dispositifs de détection précoce de soutien aux entreprises. Il y a 16 recommandations, 3 axes prioritaires. On va essayer de les détailler ensemble. Mais le premier constat, c'est que quand vous faites le tour de France, les retards de paiement, c'est toujours, malgré les sanctions, malgré les amendes, le sujet numéro 1 pour les TPE-PME. Alors effectivement, bonjour Laure Closier, c'est un sujet qui s'est accru même en 2024. D'ailleurs, les retards de paiement, ils ont progressé, ils se sont détériorés d'un jour, cette fois-ci du fait des plus petites entreprises. On est à 14 jours désormais. On est à 14 jours, ce qui est le signe de tension sur les trésoreries. Mais globalement, les retards de paiement, ils viennent des plus grandes entreprises. C'est la raison pour laquelle l'une de nos propositions, qui est suivie d'ailleurs par la ministre Véronique Louwagie, c'est de modifier le régime des sanctions. On a aujourd'hui un régime des sanctions qui est plafonné à 2 millions d'euros. Mais quand même, 2 millions, c'est quand même pas mal déjà. Pour une grande entreprise, ce n'est rien du tout. Une grande entreprise, il vaut mieux différer ses paiements, prendre le risque d'un contrôle de l'administration et payer 2 millions. En droit de la concurrence, c'est 10% du chiffre d'affaires. Donc on voit bien qu'il y a de la marge entre 2 millions et un pourcentage de chiffre d'affaires. Et on espère qu'une sanction plus importante permettra de mieux mobiliser les plus grandes entreprises. C'est 15 milliards de trésorerie en moins pour les plus petites entreprises. Oui, c'est un sujet très important. Mais vous dites, la ministre est d'accord, ok, mais il va falloir une loi pour changer le cadre. Alors là, quand il commence à falloir faire une loi, changer les lois, là on est mal. Sur ce sujet, on espère un que... petit problème politique. Sur ce sujet, on espère que... Voilà, un consensus. Je crois que c'est nécessaire pour nos plus petites entreprises. Si on veut permettre à ces entreprises de se développer, de ne pas être pénalisées par ces retards de paiement, c'est un sujet qui, à mon avis, devrait pouvoir mobiliser nos parlementaires. Juste à un moment donné, on avait essayé le name and shame. Ça non plus, ça ne marche pas, la liste noire des 5 pires payeurs. Non, parce que vous pouvez me citer des entreprises qui ont été sanctionnées récemment. C'est sur le site de l'administration. Il y en a quelques-unes. Il y a Schneider Electric, il y a Faurecia. Ils ont eu des sanctions. Ils ont eu des sanctions, mais ce n'est pas médiatisé, ce n'est pas repris. Donc le name and shame est utile. Mais dès lors, et puis il faut mettre l'État dedans peut-être aussi, parce que l'État aussi paye. Alors la situation des paiements pour l'État s'est améliorée. On sortira au mois de juin le rapport de l'Observatoire des délais de paiement. On n'a pas encore les chiffres de l'État. On a cette dégradation entre entreprises. Ce qui est plus sensible et ce qui est mauvais, c'est les retards de paiement des collectivités locales, plus que de l'État. Il y a 2 autres sujets qui sont très intéressants dans votre rapport. Il y a le fait que, les entrepreneurs ont du mal à comprendre l'ensemble des dispositifs existants. Donc là, il y a un problème de lisibilité de ce qui existe. Et il y a parfois le rôle du comptable et de l'expert comptable dans l'alerte vis-à-vis de la situation de l'entreprise. C'est 2 points intéressants. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour la lisibilité? C'est un serpent de mer dont on parle ici tous les jours. C'est malheureusement un serpent de mer. Ça fait, on a présenté, c'est les conclusions de notre rapport dans un comité. On a eu la remarque, ça fait 20 ans qu'on dit la même chose. Donc ce constat, il faut trouver des solutions. Ce que l'on propose, c'est justement 2 choses. La première, c'est d'améliorer la coordination de l'ensemble des acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont parfaitement mobilisés. Ça fonctionne relativement bien dans le secteur, entre le secteur public, parce qu'il y a des comités, des structures. Dès lors qu'on touche au secteur privé associatif, la coordination est très variable et il y a de fortes marges de progrès. Donc premier axe, renforcer cette coordination avec un point central qui est le conseiller départemental aux entreprises en difficulté. Et le deuxième axe, c'est de changer notre philosophie de l'accompagnement. Aujourd'hui, l'accompagnement, il est conçu, on attend du chef d'entreprise. Je rappelle que 60% des TPE ont moins de 2 salariés. Donc c'est le chef d'entreprise qui fait tout. Oui. Donc il n'a pas le temps, il peut être dans le déni, voire il va avoir honte de faire état de ses difficultés. Donc ce qu'il faut, c'est inverser la logique. Là aujourd'hui, on attend que le chef d'entreprise, il aille vers un site internet qui sont très bien faits, qui lui donnent toutes les informations, ou vers tel ou tel dispositif. Il faut partir du principe qu'il faut aller vers le chef d'entreprise. Et dès la création, en fait, la difficulté de l'entreprise... Mais c'est-à-dire dire qu'il faut qu'il soit formé aux difficultés quand il commence, en fait. Enfin, il y a plusieurs sujets, effectivement. Il y a une insuffisance de formation. Alors, on ne va pas jusqu'à créer un permis d'entreprendre. Non, mais il faut être prêt au pire. Mais il faut être prêt au pire. Donc, c'est pour ça que, dès lors qu'il n'y a pas de permis d'entreprendre, dès lors qu'on laisse la liberté d'entreprise, il faut, en contrepartie, qu'il y ait un dispositif d'accompagnement qui fonctionne. Donc, le chef d'entreprise, il soit alerté dès la création, effectivement. Dès la création, il faut... Si ça ne va pas, voilà ce qu'on peut faire. Dotez-vous d'un expert comptable, dotez-vous d'outils de gestion. Si ça ne va pas, voilà ce qu'il faut faire. Et dès qu'il y a une alerte, de la part de l'expert comptable, de la part du banquier,